No code c'est facile, faut pas se leurrer, c'est pas si simple que ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire, il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Je pense qu'on évolue très vite en no code. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer Cyrielle en qualité de développeuse et de no-codeuse. L'année dernière, Cyrielle a entamé une reconversion professionnelle pour devenir développeuse. Et maintenant, elle prépare un bac+3 en alternance. Mais, à la star de Wonder Woman, Cyrielle mène une double vie. À l'école, elle est développeuse et en entreprise, elle est no-codeuse. Je voulais comprendre comment on passe de jeune développeuse à jeune no-codeuse. Dans cet épisode, j'ai pris conscience de l'opportunité que représente le no-code pour les développeurs, même si Cyrielle m'a confié que le no-code n'a rien de facile et ceci nécessite du travail. Avant de vous laisser avec cet épisode, je vous rappelle que la newsletter est disponible et si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le tout de suite. Bonjour Cyrielle et merci d'être sur le podcast. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de no-code. Mais avant toute chose, tu vas nous parler de toi et nous dire que tu es développeuse. Alors j'aimerais bien savoir comment on passe de développeuse à no-codeuse. Bonjour Gaëtan et merci pour l'invitation. Effectivement, je suis passée du dev au no-code. Avant toute chose, j'ai entamé ma reconversion professionnelle il y a une année dans le dev. J'ai fait une école de dev qui a duré 6 mois. J'ai appris les bases de PHP, JavaScript et j'ai fait une spécialisation en React. Et suite à ces bootcamps de 6 mois, j'ai cherché un emploi dans le développement web en alternance. Et c'est à ce moment-là, au moment de ma recherche d'emploi, que j'ai été attirée par le no-code, en gros. D'accord, c'est par l'expérience professionnelle que tu es arrivé vers le no-code. C'est ça, tout à fait. D'accord, donc tu as été attiré par quelqu'un du côté obscur de la force. Exactement. Ce qui s'est passé en fait, c'est que je publiais régulièrement sur LinkedIn notamment, les réseaux sociaux, mon quotidien de reconversion professionnelle. Ça faisait partie aussi de mes objectifs pour booster ma visibilité en tant que développeuse junior. Et donc j'ai fait un post dans lequel j'indiquais chercher une alternance. Et là, j'ai été approchée par un studio no-code qui cherchait justement un ou une alternante, développeur no-code en fait. Donc ça s'est passé comme ça. Et donc j'ai passé un premier entretien juste pour se rencontrer, faire connaissance, et ensuite un deuxième entretien. Enfin, avant de passer le deuxième entretien, il a fallu quand même que je réalise un projet en no-code, donc j'ai dû réaliser un clone de WeTransfer sur Bubble. Donc Bubble, c'est une technologie no-code qui permet de faire des produits digitaux assez complexes, en gros. Je sais pas si j'ai été claire dans... Bah oui, très clair. Mais je vais revenir un peu au départ. Quand on t'a proposé ta mission pour, du moins, ton apprentissage en no-code, tu t'es dit, mais attends, je suis en train de faire du code et on me propose quelque chose en no-code. C'est pas un peu bizarre d'aller dans cette direction-là? Parce que c'est un peu comme si tu sacrifiais ta nouvelle reconversion. C'est vrai que j'ai eu, tu fais bien de le dire, j'ai eu ce sentiment un petit peu de, pas de gâchis, mais j'avais donné tellement d'énergie dans ma reconversion dans le code. Les 6 mois d'apprentissage, ça a été vraiment intense. Les bootcamps, ils sont assez, on va dire, niveau densité de données à intégrer, à apprendre dans le dev, ils sont assez intenses et indigestes, le terme pourrait convenir. Donc, quand on m'a proposé d'aller vers le no-code, je me suis dit, ah mince, tout ce que j'ai fait, toute l'énergie dépensée, tous ces mois à coder, est-ce que ça va pas être du gâchis? Et en fait, j'ai commencé à faire une recherche un petit peu, à regarder le marché, à faire une veille en fait sur le no-code. En fait, je connaissais très peu le no-code avant de me lancer. J'en avais vaguement entendu parler, mais j'étais pas plus que ça informée. Et c'est en faisant ma veille et en parlant avec mon père notamment, qui est entrepreneur. Donc lui, il connaît bien tout ce qui est tech, tout ce qui est blockchain, big data, tous ces sujets assez poussés. Et en fait,
quand je lui ai parlé d'une potentielle opportunité no-code, il était super enjoué et il m'a dit vas-y fonce, le no-code, c'est l'avenir, enfin voilà. Donc de mon regard un peu sceptique, j'ai réussi à, voilà, en une semaine ou deux, à vraiment voir ça sous un autre regard. Et donc, mais voilà, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Allez hop, je jette le dev, et je me lance dans le no-code. Avant de me lancer à fond, j'ai quand même étudié un peu la chose, en gros. D'accord. Tu t'es pas lancé tête baissée. Et une autre question que j'ai, t'es en alternance. Alors oui, tout à fait. Actuellement, suite à mon entretien, j'ai été embauchée donc dans l'entreprise qui depuis mai, enfin ça fait un moment que ça remonte à mai au final cette histoire, qui depuis mai voulait me proposer un potent, enfin en tout cas que je postule pour cette offre. Et donc je travaille dans cette entreprise et à côté je suis dans une école donc en alternance. Et là, donc à l'école, j'étudie le dev. C'est un bachelor développement web, donc c'est un bac plus 3 en dev. Voilà, en gros. Donc, tu es à la fois développeuse et en alternance, tu es no-codeuse. C'est ça, tout à fait. Alors, comment tu vis d'être développeuse et no-codeuse à la fois? C'est pas de tout repos parce que dans ma tête, je passe d'une semaine à l'autre de React aux composants React, Axios. Donc c'est des bibliothèques JavaScript qu'on utilise dans le développement front-end. Euh, donc je passe de ça à Bubble, une toute autre technologie. Donc j'avoue que il faut du repos pour reset un petit peu la matière grise là-haut. Mais non, non, en vrai, ça va. En fait, j'aime bien le code aussi. Ça me plaît beaucoup. J'aime bien le no-code. Je trouve que c'est deux choses différentes, mais qui en même temps s'entremêlent bien. Oui. Et est-ce que tu arrives à faire des ponts un peu entre ce que tu apprends à l'école et ce que tu appliques en apprentissage en no-code? Alors, oui, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, on utilise du custom code. Donc, pour expliquer, en gros, c'est dans nos éléments, puisque en fait, le no-code, ce sont des éléments visuels. C'est des blocs, souvent qu'on déplace et qui nous permettent de construire un site, une application. On utilise donc du custom code et en fait, là, on injecte du JavaScript pour soit modifier le CSS, modifier certaines choses qui ne sont pas, comment dire, ou qu'on n'arrive pas à modifier nativement dans l'outil no-code, en gros. Du coup, ça nous permet d'atteindre nos objectifs, de pousser les limites des outils no-code pour atteindre vraiment l'objectif qu'on veut atteindre ou une fonctionnalité, voilà. C'est ce qu'on qualifie de low-code ou pas? Oui, c'est ça. En fait, le low-code, c'est un mix entre le code et le no-code. Donc, nous, chez Superforge, on utilise pas mal de low-code. Donc moi j'ai pu en utiliser un petit peu dans certains projets et j'avoue que c'est assez cool. Donc le JavaScript que j'apprends, que je pratique en alternance à l'école, je vais pouvoir l'utiliser dans mes éléments sur Bubble et ça c'est vraiment chouette parce que du coup c'est un nouveau monde en fait qui s'ouvre à moi. Bah ouais. Et en plus, tu as l'avantage, c'est que tu peux mixer les deux mondes et tu peux prendre ce qui est bien d'un côté et bien de l'autre sans trop de problèmes. C'est ça. Et donc dans les esprits, on a souvent, forcément il y a des idées reçues sur le no-code, comme quoi on peut pas tout faire, il y a certaines limites. Alors certes, il y a certaines limites, mais en cherchant, on arrive des fois à dépasser ces limites-là en injectant du code. Donc là-dessus, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais j'ai certains collègues, ils font des plugins sur Bubble, ils font vraiment des trucs de fou. Et enfin, j'aimerais bien en tout cas avoir leur niveau un jour. Mais enfin, au final, ce qu'on peut faire avec le no-code, c'est assez dingue. Bah, c'est ce que j'avais l'impression, c'est qu'en no-code, on peut pousser le vice très très loin avant d'être bloqué par des limitations techniques de la technologie, quoi. Et donc, tu es rentré dans
cette entreprise. Et comment t'as fait pour te former au no-code? Parce que je suppose qu'au départ, bah, tu connaissais pas grand-chose. Est-ce que t'as suivi des cours, t'as suivi des mocks, t'as un mentor, t'as un maître de stage? Alors, déjà, c'est vrai que je suis partie de zéro. Je ne connaissais vraiment rien du no-code. Je n'avais jamais touché au no-code avant de commencer cette aventure. Donc, comment ça s'est passé? La première étape, en fait, ça a déjà été d'être confrontée au cas technique qu'on m'a demandé de réaliser pour être embauchée. Donc là, bah, sur Bubble, du coup. Là, j'ai pas eu le choix. Il faut que je m'y mette. Donc la première chose que j'ai fait, toute première chose que j'ai fait dans Bubble, c'est que j'ai créé ma première application. Donc quand on se connecte pour la première fois sur Bubble, on peut créer sa première application. Donc c'est ce que j'ai fait. Et pour apprendre un petit peu à utiliser l'outil, ben, j'ai utilisé un template qui existait déjà. Parce qu'en gros, il y a des personnes, des bubblers, enfin des bubble makers, on peut aussi les appeler comme ça, euh, des développeurs Bubble qui créent des templates. Donc c'est déjà des templates, ce sont des applications déjà créées qu'on peut réutiliser. Donc en gros, j'ai injecté un template dans mon application et j'ai commencé à mettre ma photo, à écrire des textes, à personnaliser le template comme je voulais. Ça a vraiment été la première étape. Une fois que j'avais un petit peu touché, j'ai pu commencer à faire mon premier projet, donc le clone de WeTransfer. Et là, je me suis retrouvée confrontée à quand même pas mal de difficultés. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais le stress que le travail pour lequel j'avais postulé, il allait me passer sous le nez vraiment, parce que je trouvais ça tellement extraordinaire le no-code. Du coup, je me suis vraiment mis la pression dans l'apprentissage et j'ai décidé de faire un bootcamp. Euh, et donc là, j'ai eu la chance d'être financée pour faire ce bootcamp chez Auto. Donc c'est une école qui forme au no-code et qui dure 3 semaines. Et durant donc mes 3 semaines de bootcamp chez Auto, ben en fait j'ai fait mon clone de WeTransfer. Donc ça a été non seulement ce bootcamp il m'a permis de monter en compétences, donc d'apprendre vraiment les bases de Bubble, mais en plus j'ai pu réaliser mon projet WeTransfer. Et vraiment je suis vraiment allée aussi, enfin, très loin dans les couches techniques de Bubble et par rapport à mes débuts, franchement, je me revois sur le premier template à essayer de toucher les éléments, c'était vraiment... Et en fait, durant ce bootcamp, j'ai eu un coup de cœur pour l'outil. Genre vraiment, ça m'a... Ça a été une révélation pour moi, vraiment. C'était pour moi comme, je sais pas, c'est comme un peintre qui peint en fait. C'était vraiment... j'ai adoré, donc ça m'a pas dérangé de passer des heures et des heures sur Bubble. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, c'est que je m'arrêtais plus, en fait, parce que c'était très addictif. Bah, en travaillant beaucoup, en fait, j'ai réussi à atteindre mon objectif. Et donc, il y a eu ça. Et je dirais l'étape vraiment mais primordiale et comme dans le développement, c'est la veille informationnelle à fond sur les outils. Donc ça, c'est la découverte des communautés no-code. Il y en a beaucoup. Il y a No-Code France, il y a beaucoup d'entreprises, de studios no-code qui poussent un petit peu partout. Il y a vraiment beaucoup d'entraide aussi et de bienveillance comme dans le dev. Donc déjà, une veille par rapport aux communautés. Les outils, les différents outils, leurs différences, savoir qu'est-ce qu'on fait avec Bubble, qu'est-ce qu'on fait avec Adalo, qu'est-ce qu'on fait avec Glide, etc. Je vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais ça a été aussi un gros travail, je pense, pour moi qui sortais à peine de React, qui sortait à peine la tête de l'eau. C'est vrai que finalement, me mettre à tout ça, enfin voilà, j'ai passé un été un peu sportif. Mais à côté de ça, j'ai l'impression que t'as pas passé énormément de temps à faire le switch, que t'es monté très vite en compétences sur Bubble. Alors oui, en fait, j'ai pas eu le temps de reprendre mon souffle en fait. C'est-à-dire que bah, déjà, il y a eu la fin de ma formation de dev, euh, qui a duré quand même 6 mois, où c'était vraiment assez intense. Je suis sortie de là, j'ai commencé à chercher du travail, et tac, j'ai direct embrayé sur le no-code. J'ai pas eu le temps de faire un break. Et... Mais en même temps,
c'est pas plus mal parce que j'étais toujours dans l'élan de la reconversion, dans l'élan apprentissage à fond. Je pense que je serais partie en vacances 2 semaines, j'aurais peut-être pas été dans le même état d'esprit que là. Et du coup, bah, j'ai abordé Bubble avec la même niaque qui me restait quand même de mon bootcamp de dev, en gros. Donc, ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai tout donné. Oui. Et tu as surfé sur le momentum. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu as fait une formation de dev. Ensuite, tu as essayé de trouver une alternance. Donc, tu as eu une autre formation pour apprendre comment utiliser les outils de no-code. Donc, tu as en plus augmenté tes compétences en no-code. Tu avais des compétences en code. Et ensuite, tu es rentré dans une alternance. Et là, je pense que tes compétences en no-code vont soit exploser ou ont explosé. Euh, alors, mes compétences en no-code, est-ce qu'elles ont explosé en vrai, déjà, on n'apprend pas au même rythme que le code. Je pense qu'on évolue très vite en no-code parce que rapidement, on est capable de faire des applications assez poussées, ça c'est clair. Mais c'est vrai que, ouais, je sais plus la question. Est-ce Désolée. que tu es monté rapidement en compétences? Oui, du coup, oui. Oui, oui, je dirais que oui. En vrai, je suis montée rapidement en compétences et puis je pense que dans le no-code, on apprend assez rapidement et avec beaucoup d'heures quand même, beaucoup d'investissement. C'est comme en dev, faut travailler, faut pratiquer en fait. C'est ça qui fait qu'on évolue. Et donc là, en entreprise, actuellement, j'ai l'opportunité de faire du dev sur Bubble et, euh, et franchement, je monte en compétences. Et ça se passe comment dans ton entreprise? Tu as un maître de stage qui te dit, bah voilà, on a tel client qui a besoin d'un site pour faire X, Y, Z, et il te dit, tu te débrouilles ou tu travailles en équipe, ça se passe comment? Alors, bah, comme je suis en alternance, déjà, j'ai un rythme un peu particulier où je suis pas tout le temps là. Donc, pour l'instant, je vais pas avoir réellement de projet à moi. Je vais être dispatchée sur les différents projets clients qu'on a. Donc déjà, dédicace à Dimitri, c'est mon Obi-Wan, c'est celui qui m'a recruté. Donc c'est le fondateur de Superforge qui donc m'a proposé cette alternance. Dimitri, il me permet de gérer mon emploi du temps un petit peu comme je l'entends. Il me permet de faire des tâches aussi orientées business pour l'entreprise, puisque c'est une start-up, on n'est pas très nombreux. Donc moi, je m'occupe aussi de la communication, je fais du dev, je fais aussi des partenariats. On essaie d'organiser des événements autour du no-code, des conférences, ce genre de choses. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc là-dessus, je mets la main à la pâte aussi. Et donc, bah, ça m'arrive d'être greffée à un projet client de temps en temps. Et puis, je développe aussi, là par exemple, je suis en train de faire un clone de Linktree. C'est un site internet qui permet de générer un lien unique pour aller sur les différents réseaux sociaux. Je suis en train de faire un clone de cette application-là en Bubble. Donc l'idée, ce serait que je présente cette application-là lors d'un live prochainement, en gros. Mais plein de choses. Non. Et puis, voilà. Bah, c'est cool et c'est l'avantage de travailler en startup, c'est qu'il y a toujours C'est ça, plein de choses à faire. exactement. C'est vraiment passionnant. Moi, j'aime beaucoup toucher à tout. Donc c'est vrai que là, pour le coup, je suis assez gâtée. Alors, il y a un point que tu as parlé que j'aimerais bien qu'on approfondisse. Alors, tu travailles en équipe sur Bubble. C'est possible d'avoir le même projet, de travailler à 2, 3, 4. Comment ça se passe? Parce que t'as pas de notion de commit, t'as pas de notion de repo, t'as pas de notion de versionning. Effectivement. Donc là, c'est différent. On a une seule application avec différentes pages. En théorie, c'est pas très recommandé de travailler à plusieurs sur Bubble parce que ça crée des bugs un petit peu, etc. Mais par exemple, moi, ce que j'ai fait récemment sur le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est que j'avais mon collègue qui était sur la page de l'index. Donc, une personne travaille sur une page. Et moi, en fait, je travaillais sur un reusable element. C'est une sorte de composant extérieur
qu'on va pouvoir greffer dans la page de l'index. Voilà. Donc, ce qui permettait de faire ma petite cuisine de mon côté. Et après, une fois que j'ai terminé les différentes fonctionnalités, on pouvait les injecter, injecter l'élément dans la page de l'index. Voilà, en gros. Ouais, comme une dépendance. Ouais, donc, oui, ça bypass le fait qu'on puisse pas travailler à deux sur le même projet en même temps, mais comme tout est splitté comme du code, au final, ça te permet de travailler en équipe. Donc, bah, ça, c'est pas mal. Et comment tu interagis bah, quand tu travailles en équipe avec les autres personnes? Tu dis, bah, moi, je vais faire ça, et une fois que j'ai fini, je te le livre, ou vous mettez autour d'une table à dire, bah, voilà ce que j'ai besoin, et toi, tu vas réaliser ce que j'ai besoin. Bah, en fait, comment est-ce qu'on travaille? Déjà, on travaille avec un Trello en mode agile. Donc, on suit les différentes fonctionnalités qu'on doit faire. Et en gros, bah là, pour ce projet-là, par exemple, j'avais j'avais enfin, les maquettes, en fait. Je devais juste faire telle page, en gros, et avec les fonctionnalités qui vont bien. Et donc, bah, j'ai fait toutes les... Enfin, j'ai eu à peu près 5-6 pages à faire en tout. Et ensuite, on les a injectées dans la page principale, en gros. C'est un site sur lequel on avait Ah, une seule page, en fait. Et via la data qu'on envoyait dans l'URL, on réussissait à avoir tel affichage ou tel affichage, tel élément d'affiché. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu travailles avec les mêmes stratégies que si tu faisais une application. Tu me disais que tu utilisais Scrum. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc là, pendant ton apprentissage, tu fais des applications. Et on va dire à la fin de ton apprentissage, tu as l'intention de faire quoi? Parce que est-ce que tu vas retourner côté dev, ou tu te dis, bah voilà, moi j'ai envie de faire du no-code Alors, je pense que le no-code, maintenant que j'y ai touché, ça va être difficile d'arrêter parce que vraiment, j'ai pris goût à ça. Euh, je pense que j'aimerais vraiment continuer à approfondir le no-code et voir ce que je peux faire, ce que je peux apporter à ce secteur. Encourager peut-être les plus jeunes ou les femmes peut-être qui n'osent pas se lancer dans la tech à faire du Bubble aussi, puisque moi j'utilise principalement Bubble et j'aime beaucoup cette technologie-là. Il y a ça, et après enfin, ça a toujours été comme ça chez moi, c'est suivre son instinct et les opportunités qui se présentent. Je pense qu'une rencontre même un message, ça peut changer une vie, donc je sais pas du tout comment ça va se passer pour moi d'ici là. Et je me pose pas trop la question, j'essaye de profiter de l'instant actuellement et d'apprendre un maximum de choses, en gros. Donc c'est, voilà. Je sais pas D'accord. si la réponse te convient, mais... Oui, la réponse me convient parfaitement. Et, là, on va changer un peu de sujet. Je garde une chose que tu as dit qui est sur la position des femmes. On en parlera, je pense, à la fin. Euh, mais moi, j'ai l'impression que quand on me parle de no-code, on me dit toujours que c'est très facile à utiliser, que tu peux faire plein de trucs. Mais quand je t'entends parler, en réalité, tu as les mêmes problèmes que moi en tant que développeur. Parce que tu me parles de Scrum, tu parles d'intégration de composants, que bah, c'est compliqué de travailler sur la même page en même temps. Moi, j'ai les mêmes problématiques. Alors, j'aimerais bien avoir ton avis sur est-ce que c'est vraiment facile, ou est-ce que c'est du marketing qui te dit vous allez voir, c'est super facile, et en réalité, c'est compliqué aussi. Parce que tu me dis qu'il y a quand même une notion, bah, pour être bon en Bubble, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Alors oui, alors déjà, il faut savoir que enfin, la majorité des outils no-code, ils sont en anglais. Donc déjà, premièrement, faut bien parler anglais. Je pense effectivement qu'il y a un discours, comment dire, orienté, le no-code c'est facile, quand même. On... faut pas se leurrer, c'est pas si simple que ça, hein. Après, ça dépend. Tout dépend des outils no-code qu'on utilise.
Euh, Moi, par exemple, j'utilise Bubble. C'est un des outils les plus complexes parce que c'est un outil qui est intégré. Il y a tout dedans. La base de données, le SEO, la sécurité. euh, il y a tout. La gestion des API, etc., les événements et l'affichage. Après, il y a aussi des outils plus automatisés, si je puis dire, qui gèrent qu'une partie du site. Enfin, c'est de l'automatisation, comme avec Zapier, Integromat, la gestion des données avec Airtable, etc. Il y a certains outils donc, qui sont plus faciles à prendre en main, mais si vraiment on veut aller loin, par exemple en Bubble et en Webflow, ça demande quand même un investissement assez important. Et franchement, j'ai été assez impressionnée de voir à quel point ça prenait du temps d'être bon en Bubble, par exemple. Moi, personnellement, quand j'ai commencé, j'étais perdue, quoi. Donc, effectivement, faut pas lire et croire tout ce qu'on lit parce que, voilà. Après, voilà, chacun, c'est en fonction des gens aussi, de chacun et en fonction des outils surtout. Ça, c'est sûr. Hmm. Je pense que ça dépend aussi de la courbe d'apprentissage. Je pense que des outils comme Bubble, la courbe d'apprentissage est plus rapide que si tu apprenais à coder. Parce que, est-ce que si je te disais de coder ce que tu utilises en no-code, est-ce que tu serais capable de le faire ou pas? De coder ce que j'utilise en no-code. Oui. Alors non. Même si on te laissait beaucoup de temps, ça serait trop complexe pour toi? Tu veux dire par exemple de coder WeTransfer? Oui. Alors franchement, je pensais pas que je serais capable un jour de faire un clone de WeTransfer en code, je veux dire. Pour moi, ça me paraît à mon niveau de junior impossible. Donc quand j'ai fait ça en Bubble, honnêtement, c'est c'est à ce moment-là que je me suis dit en fait les possibilités elles sont vraiment grandes, en gros. Voilà. Bon, Mais ça, je pense je que voulais oui. ajouter une chose par rapport à ta question précédente aussi. Je pense que ayant fait du dev avant, c'est un énorme atout pour appréhender les outils no-code parce que on retrouve les mêmes logiques, on retrouve la base de données, on retrouve les relations entre les tables, on retrouve euh, on retrouve plein de choses, même le CSS des fois. Donc question de Ah, marge, ça, padding, padding, etc. Pour les fronteux, ça c'est clair. Donc je pense que voilà, le fait d'avoir fait du dev avant, c'était quand même un sacré atout pour moi. ouais, t'es pas la première à le dire sur le podcast que en réalité ceux qui développent n'ont pas trop de mal à rentrer dans les outils no-code parce qu'en réalité bah, les concepts sont exactement les mêmes. C'est ça. C'est juste que quand tu as quelqu'un qui est assez bon en front ou en back et qui comprend comment on le coderait, il va encore plus vite parce que en gros tout est automatisé quasiment. C'est ça. Je pense que Et ça a même, été un tremplin pour moi, en tout cas, d'avoir fait du dev avant. ouais, je pense que ça a dû énormément accélérer ta courbe de progression. Parce que j'aimerais bien savoir sur une personne qui n'a jamais développé de sa vie, comment ça se passe, comment les gens arrivent à arriver à créer leurs applications, ou est-ce qu'ils arrivent même à comprendre les concepts? Parce que certains concepts de no-code sont quand même très liés à la façon dont bon, ça a été créé. Et j'aimerais bien voir une personne, on va dire un moldu du code, qui développe une application pour voir ce que ça donne. Bah, pour te dire, dans le bootcamp que j'ai fait no code, il y avait des personnes qui n'avaient pas jamais fait de dev avant. Et je pense que il y en a qui étaient très très bons. Mais à certains moments, la différence, elle s'est fait sentir, quoi. Genre, le terme responsive, tout le monde connaît pas ce terme-là. Alors que c'est une des bases du développement web, en fait. Il y a des termes qu'on n'a pas forcément. Forcément, il faut les intégrer. Aussi, les termes en anglais, je pense label, tous les termes en fait que nous on les voit tout le temps, mais une personne lambda ne sait pas forcément ce que c'est un label, quoi. Donc, ou une API par exemple. Et t'as même dit une chose que je ne savais pas, c'est que comme toutes les applications, bon, c'est que géré par des boîtes américaines, c'est que en anglais et ça peut faire aussi un frein
au fait que tu apprennes à utiliser l'application, parce que si t'as pas un niveau d'anglais suffisant, je pense que c'est assez compliqué, ou du moins tu dois regarder des tutos en français avec les termes en anglais, donc je pense que c'est un peu compliqué de rentrer si tu parles pas anglais. C'est ça. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, mais au niveau de la documentation, c'est pas comme Stack Overflow là. Euh, on n'a pas réponse à toutes les questions. Donc des fois on n'a pas le choix, on passe des heures, des heures, des heures à chercher ce qui va pas dans l'application, pourquoi ça ne marche pas. Je dis pas qu'on trouve tout sur Stack Overflow, mais c'est quand même une sacrée aide quand on fait du dev. Et donc la documentation aussi, elle est principalement en anglais. Il y a Après, bon, on peut traduire en français via le navigateur, hein, évidemment, mais c'est pas toujours parfait, etc. Et les tutos également, les tutos qu'on peut trouver vidéo, ils sont aussi en anglais la plupart. Bien que maintenant ça commence à se démocratiser. Du coup, ben c'est vrai que ça c'est pas toujours simple quoi. Mm. Vas-y, pardon. C'est bon à savoir parce que moi j'avais jamais entendu quelqu'un me dire bah le logiciel il est qu'en anglais quoi. Voilà. Après, ce que je voulais te dire, c'est sur Bubble, on a quand même une documentation qui est assez complète, donc qui permet, qu'on peut traduire aussi, qui permet de- d'aller plus loin. Voilà. Et puis le forum, il est très 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 fourni aussi. Et c'est vrai que ouais. Du coup, moi, j'ai pu améliorer mon anglais grâce à grâce à tout ça. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont appris l'anglais rien qu'en pour des problématiques techniques. C'est ça. Et par rapport à ça, on a parlé bah, de ton parcours. À l'heure actuelle, ça fait combien de temps que tu en fais du no-code? Du coup, ça fait depuis mai, depuis début mai. Ouais. Ça va faire D'accord. donc 5 mois à peu près, ouais. Et pour donner un exemple de ce que tu es capable de réaliser, si je te dis un site vitrine, est-ce que tu es capable de faire un site vitrine? Ouais, je pense. Avec D'accord, on va connexion. monter. Vas-y. On va monter la difficulté. Ok. Est-ce que tu es capable de faire, on va dire, une plateforme participative type un forum Ouais. Alors on va encore monter la difficulté. Si je te demande de me faire une marketplace. Alors oui, j'en ai fait une pendant le bootcamp que j'ai fait. Euh, D'ailleurs, c'était une marketplace. J'aime beaucoup la science-fiction. J'ai fait une marketplace de l'espace qui s'appelle Space Travel. Je me souviens même plus du nom. Oh mon Dieu. Enfin bref, c'est autour de l'espace et on peut réserver son voyage dans l'espace. Voilà. Parce que c'était à l'époque où Elon D'accord. Musk et tout ça, il y avait beaucoup d'actions là, et je me suis dit, tiens, ça peut être marrant de faire une marketplace autour de ça. Voilà. Ah bah, comme tu m'as piégé, je vais être obligé de poser la question que j'ai. Qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire en no-code à l'heure actuelle? Tu te dis, dans 6 mois, je veux savoir faire ça. Bah écoute, il y a certaines choses, notamment tout ce qui est données statistiques, des dashboards très très poussés avec des données vraiment mathématiques ultra complexes. Ça c'est clair, voilà. Je, En vrai, il y a plein de choses que je saurais pas faire, ça c'est clair. Il y a plein de choses qu'on peut faire, il y a plein de choses qu'on peut pas faire, mais tant qu'on les a pas fait, on peut pas savoir si on peut les faire. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas Hmm. si. Donc, en fait, faut se challenger et il y a des limites, mais comme je te disais, sur Bubble, en tout cas, on peut dépasser les limites, je pense, avec du code et avec du temps, de la recherche. Donc, je pense que dans l'équipe, sur les cas clients qu'on rencontre, on, on recherche beaucoup parce qu'on trouve pas. On trouve pas les solutions. Soit elles ont jamais été rencontrées parce que c'est encore trop récent et que soit il n'y a pas de plugin qui fait ça. Parce que du coup, sur Bubble, on utilise beaucoup de plugins, hein. Ce sont des outils qu'on injecte dans notre application qui nous permettent, par exemple, un color picker. On peut récupérer une couleur et donner cette couleur-là à un élément. Ça peut être une Google Maps. Il y a plein plein de plugins différents. Et donc, voilà. En gros, je pense qu'il y a plein de choses que je ne saurais pas faire en Bubble.
Oui. Mais après, tu sais pas si tu seras incapable de le faire ou si c'est juste que tu t'es pas posé la question. C'est ça, c'est ça. Mais tous les jours, je me réveille. Mais ça, ce serait génial. J'aimerais trop faire ça en bubble. J'aimerais trop faire ça. Enfin, c'est un des problèmes depuis que j'ai commencé à faire du bubble, c'est que tous les jours, je me dis, j'ai envie de faire cette application-là, j'ai envie de faire cette application-là. Et bah, il faudrait que je les note parce qu'en fait, je les fais pas au final. Mais c'est vrai que c'est là qu'on voit la puissance. C'est que dans sa tête, on a une idée et on sait qu'on peut la faire avec du no-code. Alors qu'avec du code, ben, je me poserais même pas cette question-là, en fait. Je me dirais, bah non, en fait, je saurais pas faire ça. J'ai pas suffisamment de connaissances pour faire ce projet-là, quoi. Ah, c'est intéressant parce que moi j'ai 10 ans d'expérience dans le code, je me dis à l'heure actuelle, il y a vraiment très peu de cas où je me dis que je pourrais pas le faire. Il faut vraiment que j'arrive dans des trucs très poussés pour que... Il faut soit que je fasse des calculs, des trucs du style de l'intelligence artificielle, là j'ai jamais rien compris de ma vie. Mais là c'est ma simple limitation, mais je me dis je pourrais coder à peu près tout ce que j'ai envie. Bah bravo, parce que dis donc, Ouais, mais c'est c'est fort. la différence entre 10 ans d'expérience, mais quand tu me dis que toi, en 6 mois de Bubble, t'as pas assez d'imagination pour voir ce que tu ne sais, ce que tu ne pourrais peut-être pas faire, ça m'impressionne parce que t'es quand même capable de faire une marketplace en 3-4 mois. Moi, je pense que si je reprends mon niveau, il m'aurait fallu, ouais, à partir de ma 5e année de développement, j'aurais pu le faire. Ah oui, non, une marketplace, on peut en faire une après quelques mois de bubble. C'est-à-dire que on deviendra senior no code, je pense, euh, plus rapidement que senior dans le dev. Et je sais même pas en fait si le terme senior dans le dev il est attribué. Euh, Parce qu'en fait, dans le dev, il y a tellement. On apprend tellement tout le temps des choses. Même après 10 ans, je suis sûre que tu découvres des trucs encore. Et enfin, je pense que si, quand même. Enfin, je dis ça, mais le terme senior, il est quand même légitime. Mais le terme senior no code, voilà, le titre senior, on peut l'obtenir plus rapidement en no code qu'en code. Mais voilà, ça s'arrête pas là quand même. D'accord. Et je vais revenir sur des points que tu as soulevés tout à l'heure. C'est, tu as dit que pour les femmes, ça pouvait être une opportunité. Alors, j'aimerais bien que tu développes un peu cette idée parce que les femmes développent. C'est Pourquoi vrai. tu as dit ça tout à l'heure? Alors, pourquoi j'ai dit ça? Parce que, ben, comme dans le dev, il y a quand même, ça c'est clair, je connais pas les chiffres, j'ai pas de pourcentage à donner là dans cette interview, mais il y a quand même plus d'hommes que de femmes. Ça c'est sûr. Dans la tech de manière générale, hein. Donc, quand je dis que les femmes fassent du no-code, c'est tout à fait, c'est à la portée de tous en fait. Des jeunes, des plus âgés, des femmes, des hommes. Enfin, je veux dire, dans la mesure où on s'y met et avec la conviction que ça va le faire, tout le monde est capable. Et dans cette optique-là, j'aimerais bien, peut-être pas tout de suite, maintenant, demain, euh, aller dans cette direction-là, c'est-à-dire de pousser les femmes à se lancer. Mais sur comment dire, à moyen terme, c'est vrai que ça m'intéresserait quand même de, de, de créer quelque chose autour de cette idée-là que être une femme dans le no-code, dans l'entrepreneuriat, puisque le no-code et l'entrepreneuriat, c'est des secteurs qui sont très liés. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se mettent au no-code aussi pour monter leur MVP, leur produit minimum viable, etc. Et je pense qu'en tant que femme, faut y aller, quoi. Faut oser, voilà. Mais en tant qu'homme aussi, de toute façon. Le no-code, c'est pour tous. Ah, ça, je pense et je suis d'accord avec toi. Moi, je m'intéresse beaucoup au no-code en ce moment parce que j'ai vu que oui, on peut développer très rapidement. La barrière à l'entrée, elle n'est pas très élevée. En plus, là, tu m'as convaincu. Si tu me dis que je peux faire une marketplace en 6 mois,
Je vais réfléchir à deux fois parce que si je la code moi-même, je sais, ouais, il me faudrait 3 4 mois si je fais que ça de ma journée. Ouais. J'ai dit 6 mois, mais en fait, en 2 mois, tu peux la faire, je pense. Hmm. En 2 mois, tu peux la Ouais, faire. je pense. Mais je suis contente d'avoir cet échange-là avec toi, que tu sois intéressé par ce sujet-là. C'est super. En tant que dev, je veux Moi, dire. c'est ce qu'on disait un peu avant de commencer. Moi, je suis un petit peu effaré d'entendre les devs qui voient ça comme l'apocalypse, on va détruire des emplois. Ah oui. Moi, j'ai toujours du mal avec ce discours. Bah, il faut savoir que les outils no-code, ils sont construits par des développeurs déjà, de base. C'est-à-dire, Oui. déjà, ça, c'est... Alors moi, je vais nuancer ça. Je vais le nuancer parce que j'ai développé des applications no-code pour Ah, certains de mes d'accord. clients. Ah, Et le seul problème, c'est que tous les développeurs ne peuvent pas développer des applications no-code. Parce une application no-code, c'est très compliqué à faire parce que c'est très abstrait. Parce que comme tu peux tout faire avec, il n'y a pas de notion de métier. C'est très dur de créer du code qui soit adapté. totalement générique et malléable. Ok, je vois. Et je pense que le code de Bubble, je pense que les gens qui l'ont fait sont très intelligents, sont très doués. Bah Je oui. pense pas que ça soit si facile que ça de créer du code qui je prends cette boîte, je la mets là, je l'additionne, là, ça peut être un calcul, ça pourrait être de la couleur, c'est très compliqué à faire. Ah oui, je pense, bah, c'est ce que je me dis à chaque fois que quand je découvre des fonctionnalités, je me dis, mais comment ils ont fait ça? Comment? Je, comment? Et ça m'arrive souvent de me poser cette question-là, puis bah après j'oublie et je me rappelle que je suis dans mon application et je continue, mais Mm. ouais, c'est sûr. Mais par rapport à ce sujet-là aussi, ce qui m'a fait plaisir, c'est donc là, je suis retournée à l'école la semaine dernière, et quand mon prof de dev m'a parlé du no-code, enfin, nous a parlé du no-code à la classe. Et franchement, ça m'a fait plaisir, parce que je me suis dit, ah, un développeur front-end qui nous enseigne React, qui nous parle de Airtable, de Zapier, de tous ces outils-là, enfin, je m'y attendais pas et j'étais contente. Puis il en parlait en bien, je veux dire, vraiment, Mm. lui, il utilise Airtable pour la gestion de son entreprise, parce il est entrepreneur aussi avant d'être professeur. Et ouais, j'étais contente parce que effectivement, j'ai entendu dire que certains développeurs enfin, ne validaient pas le no-code. Mais après, je peux comprendre aussi leur point de vue, hein, d'un côté. Ça, ouais, moi je suis pas trop d'accord avec le fait que c'est une nouvelle technologie. Elle arrivera quoi qu'il arrive, ils peuvent se plaindre autant qu'ils veulent. Mais moi j'ai vu dans certaines communautés, les mecs ont même interdit dans les trucs comme Discord, que quand tu tapes le mot Airtable, Bubble, ça drop le message instantanément. Ah, d'accord. Ah, je savais pas. Ok. Ah ouais, il y a certaines communautés de développeurs qui sont assez hardcore sur le sujet. Et comme tu disais, je pense que il y a une partie des développeurs qui sont plus orientés vers l'entrepreneuriat, le marketing, qui ont très vite compris à quoi ça allait servir. Euh, Moi, je le vois avec mes clients. Là, Ouais, je pousse certains de mes clients à utiliser des solutions no-code. Je leur dis, mais ça irait beaucoup plus vite, ça éviterait des allers-retours inutiles et moi je pense que c'est très facile de prototyper. Ensuite on fera du code pour que ça soit vraiment comme on le souhaite, mais on peut faire 80% des fonctionnalités c'est en no ça. code et on les fait en 3 jours. Bah, je pense que pour certaines entreprises qui n'ont pas forcément les fonds déjà, ou le temps, ça peut être soit l'argent, soit le temps, je pense, la problématique de base. Euh, S'orienter vers un outil no-code, c'est approprié pour faire effectivement un prototype à MVP. On va coder un skateboard, enfin, on va no-coder un skateboard, et si on veut en faire une trottinette ou un vélo, une voiture, je reprends les termes de Erwan de Contournement, c'est une école de no-code. Donc le skateboard, on peut le transformer en voiture grâce à du code. Mais dans un premier temps, on va se concentrer sur les fonctionnalités de base et ça va être à la portée de personnes qui pourront faire toutes leurs fonctionnalités souhaitées
dans leur budget en fait. Ça, c'est vrai que c'est un plus. Maintenant, voilà, il y a certaines limites au niveau des fonctionnalités et des fois, on n'a pas le choix que de passer par du dev. Donc, ça, c'est clair. Ça Non, dépendra mais du projet. et je pense que c'est encore des technologies qui sont assez jeunes et il y a certains cas qui sont pas encore prévus. Et je pense que d'ici quelques années, ils vont aussi avoir des problématiques qui se posent pas encore. Parce que moi, je me dis, le problème des applications no-code à l'heure actuelle, c'est un point, on peut pas les tester automatiquement. Du moins, j'ai entendu personne qui m'a dit, est-ce qu'on va les tester, comment on fait pour les tester. C'est encore un peu nébuleux et je pense qu'il y a plein de points qui sont encore des zones d'ombre parce que les projets no-code n'ont pas encore assez de recul pour voir les limitations. Mais ça viendra. Le jour où ils se poseront les questions, il y aura quelqu'un qui aura une idée brillante pour résoudre le problème. Oui, et puis il suffit de regarder aussi les investissements qui se font aux États-Unis notamment, puisque la plupart des outils no-code, il y en a en France, mais j'en connais peu. Aux États-Unis, il y a des énormes levées de fonds. Donc ces entreprises no-code vont investir pour pérenniser leur futur, améliorer leur utilisation, leur design, leur interface euh, et les tests aussi. Donc voilà, donc, on est sur une courbe exponentielle à tous les niveaux là. Donc c'est ça qui est Hmm. aussi grisant de travailler dans ce secteur, c'est que c'est encore un secteur. Alors, ça fait des années que ça existe. C'est vrai que cette année, avec, je pense, la crise sanitaire aussi, ça a peut-être aussi contribué à l'ascension cette technologie-là, le no-code. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a encore il y a un bel avenir en tout cas. Enfin, voilà. Je pense que oui, il y a un très bel avenir. Et on va arriver aux questions de la fin. Donc, c'est Ok. les questions que j'ai l'habitude de poser. Attention, c'est le moment où le stress augmente parce que c'est des questions que je ne t'ai pas prévenu que j'allais te poser. Oula, ok. Oula, attention. Alors, ma première question, c'est quelle est l'erreur que tu as commise dans tout ton parcours de no-codeuse qui a été une erreur que tu te dis bah, que tu ne referas plus jamais, mais tu te dis que si tu l'avais pas fait, tu n'aurais pas appris. Une erreur que j'ai faite, si je l'avais pas faite, je n'aurais pas appris. Hmm. Euh, mais je me suis obstinée en pensant que j'allais tout apprendre toute seule sur Bubble, donc j'ai perdu du temps. Alors qu'en fait, je me suis débloquée, enfin, en, en allant vers une formation, en m'orientant vers une formation, c'était un booster pour moi. J'ai rapidement réussi à me débloquer, quoi. Donc, mais pendant quelques jours, parce que justement, j'étais trop persuadée que les outils no-code, c'était on claque des doigts, puis on a tout ce qu'on veut. Et en fait, en acceptant le fait que bah, il manquait quand même des choses au niveau de l'utilisation de l'outil, hein, pas des connaissances et des concepts derrière, puisque j'avais fait du dev avant. Mais ça m'a évité de passer des heures devant Bubble à regarder, à me dire je fais quoi, comment je fais ça, etc., etc. Donc voilà. Si c'était, Ah, si je pouvais ouais, changer ça, j'accepterais le fait que j'ai besoin d'un accompagnement quand même. ok. Et ma deuxième question, si tu as une ressource à nous recommander qui t'a aidé dans ton parcours, tu nous recommanderais quoi? Alors ça peut être un podcast, une chaîne YouTube, tout ce que tu veux. Une ressource qui m'a aidée dans mon parcours, il y en a beaucoup. Ça va être un peu bizarre hein, ce que je vais te répondre, mais je pense que c'est moi-même en fait. C'est bizarre hein, dit comme ça, mais en fait c'est l'énergie que j'ai dépensée, c'est la veille que j'ai faite, c'est l'investissement que j'ai fourni qui m'a permis d'évoluer et de monter en compétence dans ce secteur. C'est-à-dire que c'est des week-ends où je suis restée devant le PC au lieu de profiter du beau temps et des petits oiseaux dehors. C'est des soirées à passer devant le PC au lieu d'aller boire un verre. Voilà. Je pense que
j'étais vraiment dans la continuité de mon apprentissage du dev. J'avais plus beaucoup d'énergie, mais j'ai tout donné pour déjà obtenir le poste que j'ai eu. C'était pas non plus le cas. Faut dire que le cas WeTransfer, le clone de WeTransfer, il était assez technique, je pense. Il y avait beaucoup donc c'était un cas d'étude, il y avait beaucoup de règles à respecter, de fonctionnalités particulières à développer. Donc c'était un site bilingue, il fallait envoyer un lien, envoyer un email avec SendGrid, c'est un plugin. Il y avait utilisation de plugins, etc. Donc franchement, ma ressource, c'est moi-même. Et puis mes proches qui m'ont beaucoup aidé. Et le réseau aussi, enfin toutes les personnes qui m'entourent, qui me soutiennent depuis le début, ça c'est clair, c'est c'est vraiment chouette. Et ma dernière question, qui est la plus facile, si on veut retrouver toutes tes aventures, où est-ce qu'on te retrouve? Alors bah, du coup, avant je m'appelais Sissi Code, mais j'ai changé. Je ne fais plus, enfin je code toujours, mais du coup le nom il était plus. Du coup j'ai décidé enfin en fait, ce nom-là, je l'utilisais pour partager notamment ma reconversion professionnelle sur les réseaux sociaux, donc Twitter et Instagram. Et aujourd'hui, c'est Cyber Sissi. Donc Cyber et Sissi attaché, CYCY. Donc sur Instagram et Twitter. Donc là, je partage un petit peu ma veille, les événements qu'on organise, etc. Et puis, sinon sur LinkedIn, Cyrielle Distin. Voilà. Merci de nous avoir suivis jusqu'à là, que ce soit sur Spotify ou YouTube. Donc on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode. Donc pour ne pas le manquer, abonnez-vous ou inscrivez-vous à la newsletter qui est dans la description. Et sur ce, ciao!